Bonjour à tous, c'est un plaisir de présenter cette troisième séance du séminaire du laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines. Vous savez tous que la laïcité est devenue un sujet de société. Par exemple, le ministre de l'Éducation se félicite que pendant les vacances scolaires, le nombre des atteintes à la laïcité ait connu une baisse. Ou bien encore, une ancienne responsable des sciences humaines au CNRS déclare que Samuel Paty appartenait, je cite, à la catégorie des fanatiques de la laïcité, fanatisme dont il a sans doute été la victime. Voilà. Alors, hors du sociétal qui occupe les journaux, la laïcité est un concept majeur de la philosophie politique et il faut l'éclaircir pour en comprendre la portée. C'est pourquoi j'ai plaisir à introduire Catherine Kitzler, qui était professeure à l'université de Lille, qui a été vice-présidente jusqu'à l'année dernière de la Société française de philosophie, qui est membre fondateur du comité Laïcité République. Ses travaux portent sur la philosophie de l'art, notamment sur l'opéra d'ailleurs, et la philosophie politique, en particulier, bien entendu, au siècle des Lumières. Sa revue Mésotule, qui est en même temps un blog, est une source tout à fait précieuse de documents et d'articles de réflexion. Vous y trouverez du texte, et donc sur des sujets comme l'écriture inclusive, la laïcité, etc., la République et ses valeurs, c'est une véritable mine. Vous trouverez une page de présentation plus détaillée sur ce site Mésotule et aussi sur le site du laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines. Donc, j'ai plaisir à lui laisser la parole sur le thème laïcité, ordre des raisons et structure. Eh bien, merci beaucoup François Rastier pour cette présentation et pour aussi la très belle page d'annonce que vous avez publiée et qui m'impressionne beaucoup. Alors voilà, j'ai élaboré un modèle théorique qui s'efforce de rendre compte du concept de laïcité, d'en articuler les propriétés. Ça, c'est les choses que je sais faire, ce sont les philosophes qui font des choses comme ça. Je ne fais pas d'histoire, je ne fais pas de sociologie, donc c'est un modèle. Et j'ai tâché de le présenter sous la forme d'un ordre des raisons, c'est-à-dire que ces propriétés puissent non pas se déduire au sens strict, bien sûr, mais qu'on puisse les tirer d'un noyau initial et les rapporter à ce noyau de manière intelligible. Et jusqu'à présent, ce modèle m'a permis d'éclairer la plupart des questions qui sont apparues sur la laïcité depuis pas mal de temps, l'affaire de Creil en 1989. Alors, si je parle de l'affaire de Creil, c'est qu'elle a été déterminante sous forme problématique pour aller à la recherche de ce noyau théorique et pour le déceler. La césure de 1989 a été un symptôme qui révélait que l'évidence de la laïcité était mise en crise. Mais les coups de boutoir, les tests, les tentatives de déstabilisation n'étaient pas simplement dus à des durcissements religieux. Ça serait une explication trop simple. La mise en crise s'est installée grâce à un relais très efficace. Ce relais, c'est la pensée qui fait de l'attitude religieuse une norme. Cette pensée propose un aggiornamento de la laïcité. Elle propose d'articuler les diverses formes de religiosité dans un régime de tolérance dans lequel l'État accorderait un degré de reconnaissance politique aux religions. Voilà, c'est un régime de tolérance qui rendrait compossibles, bien sûr, les différentes croyances, les différentes appartenances. Or, ces tentatives de réinsertion du religieux dans le domaine de l'efficience politique sont appuyées
sur l'apparente universalité de ce qu'on appelle le fait religieux. Le schéma consiste à s'autoriser d'une représentation qu'on se fait de la société pour former injonction envers l'association politique. L'appel à l'évidence sociale sert de point d'appui pour transférer sur un concept les propriétés d'une représentation, un concept purement politique, les propriétés d'une représentation et pour les ériger en normes politiques. Alors, vouloir s'inspirer d'une représentation de la société pour en tirer un modèle dont l'association politique devrait s'inspirer pour faire injonction sur l'association politique, ça pose une question assez classique et fondamentale de philosophie politique, celle de la nature et de la forme, du lien qui rend possible l'association politique comme association politique et pas seulement comme rassemblement social. Ce lien, le lien politique, doit-il se modeler sur un ou sur des liens sociaux préexistants, ou du moins les refléter, ou bien peut-il se penser de manière distincte et se présenter comme autoconstituant, comme étant à lui-même son propre commencement? Ça ne veut pas dire qu'il va abolir les liens préexistants, mais est-ce qu'il peut se présenter comme autoconstituant, comme commencement? Alors, la question de la nature du lien politique, celle de sa distinction conceptuelle avec tout autre lien, notamment religieux, voilà, c'était ça la question que j'ai considérée comme fondamentale pour construire cette conceptualisation de la laïcité. Et c'est ici qu'un déclic théorique s'est produit. Je me suis dit que la philosophie classique avait rencontré ces questions, précisément sous la forme du rapport entre le lien politique et le lien religieux. En quoi est-il possible, nécessaire de les disjoindre? Comment est-ce possible? Et surtout, jusqu'où? Voilà mon noyau théorique. Alors, ce noyau, je l'ai trouvé en lisant, j'en ai trouvé la formulation, en tout cas, la plus intéressante, je l'ai trouvée la plus féconde, en lisant un auteur très connu de la tradition anglo-saxonne de la tolérance, à savoir l'anglais John Locke, fin du XVIIe siècle. Mais Locke ne le présente pas sous la forme de la question que je viens d'énoncer. En fait, il y répond. Dans sa lettre sur la tolérance, Locke dit en effet qu'il faut exclure les athées de l'association politique. Alors, si on s'en tient à cette réponse, évidemment, on va penser tout de suite que ce n'est pas par là qu'il faut aller pour penser la laïcité, puisque la laïcité dit le contraire. Elle admet les athées dans l'association politique. Les non-croyants, je dirais plutôt. Il faut reconstituer donc la question que cette réponse suppose pour voir apparaître le noyau conceptuel dont je suis parti, ou plutôt dont je suis reparti. Et là, on voit que ça fonctionne de manière structurale. Voilà, je retrouve mon titre. C'est une structure. Une contrariété n'est pas nécessairement une séparation. Pourquoi exclure les athées? Quel est le motif que Locke avance pour exclure les non-croyants? Ils ne sont pas fiables dans leur serment du fait qu'ils ne croient à rien. Le problème avec les non-croyants, c'est qu'ils sont par définition déliés. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ce motif du rejet des non-croyants avancé par Locke, permet de poser une question que j'ai considérée comme fondamentale, initiale. Pour faire la loi, pour faire association politique, faut-il se régler sur le modèle de la foi, sur le modèle de la croyance? Le lien politique s'inspire-t-il d'une adhésion préalable dont le modèle est la croyance? Suppose-t-il des coalitions qui lui seraient logiquement antérieures et qui lui seraient nécessaires? Locke répond oui, mais sa manière de répondre dégage la question structurante parce qu'il y répond en relation à la formation de l'association politique.
il met en place un dispositif structurant. Un dispositif structurant rend intelligibles des propositions, des phénomènes apparemment disjoints, ou même, comme c'est le cas ici, opposés, la tolérance à l'anglo-saxonne et la laïcité, l'admission des athées dans une association politique ou la non-admission, tout en les reliant par une intelligibilité commune, par un noyau d'intelligibilité commun. Ce dispositif rend compte de l'opposition des phénomènes par une structuration qui explique leur disjonction en vertu d'une législation conceptuelle commune. Alors ça, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie de recherche, puisque c'est comme ça que j'ai traité l'opéra français du XVIIe et du XVIIIe siècle par rapport au théâtre. Donc je rencontrais quelque chose, un mode de pensée qui m'intéressait. La tragédie lyrique et la tragédie classique sont opposées apparemment complètement, elles se tournent le dos, mais elles sont intelligibles par une législation commune. Bon, alors voilà, donc je reconnaissais, j'étais au fond sur un terrain qui me permettait d'utiliser des outils que j'avais utilisés ailleurs. Mais en fait, je m'en suis aperçue après, hein, parce qu'il faut d'abord trouver les choses, c'est long, et puis on se dit, mais finalement, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Bon, alors, revenons à Locke. Donc, ça veut dire qu'à partir de son raisonnement, je dois pouvoir faire apparaître ce que j'appellerais la différence laïque. Je relis donc Locke en reprenant son raisonnement pour expliquer son concept de la tolérance, d'une société, d'une association, il appelle ça l'association civile, une association politique tolérante. Il compare l'association politique d'une part et l'association religieuse de l'autre. Pratiquement tous les opposent, on peut les comparer et les opposer. Il distingue le pouvoir civil et le pouvoir religieux en examinant leurs propriétés, leurs objets, leurs finalités, leurs moyens sont complètement disjoints. Alors là, je vous ai préparé un petit tableau que je vais vous montrer. Alors, partagez l'écran. Voilà. Partagez. Voilà le tableau de Locke. Hein? Il va donc comparer, c'est une sorte de résumé tabulaire de son raisonnement. Il compare l'association civile, ce que nous appellerions nous l'association politique, et l'association religieuse, n'ont pas les mêmes buts. Bon, je vous laisse lire le tableau. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, c'est bon. Bon, j'ai gardé le vocabulaire, bien sûr. Hein. Il compare les moyens, ce n'est pas les mêmes, contraintes matérielles, droit pénal d'un côté, persuasion, exhortation, excommunication de l'autre. Le principe n'est pas le même, c'est le lien politique d'une part, le lien religieux de l'autre, mais voilà, la racine est commune. Radicalement, ça s'enracine dans une forme commune, c'est ce que j'appellerais la forme fiduciaire. Il faut croire à quelque chose. Donc, seuls les croyants vont pouvoir entrer dans l'association politique. Bon, il y a une strate en dessous que j'ai conservée, c'est la liberté humaine, c'est l'origine, mais ça, elle ne va pas bouger. Bon, vous voyez donc que ça va fonctionner. Alors, je vais arrêter le partage, parce que tout le monde l'a vu, bien sûr. Voilà. Alors, au fond, la disjonction connaît un point d'arrêt. Radicalement, à la racine, il y a quelque chose de commun pour Locke, c'est la forme. Et cette forme, c'est une forme de croyance. C'est le rassemblement, c'est l'association auquel les croyants vont pouvoir adhérer et prêter serment. Les hommes veulent sauver leur bien civil. Ils s'associent pour ça en société politique. Les hommes aussi veulent sauver leur âme, hein, je prends le vocabulaire, s'associent en société religieuse. Et ces sociétés distinctes sont enracinées dans l'adhésion à un lien, ce qui fait que liens religieux et liens politiques ont une forme radicalement commune, alors qu'ils ont des propriétés disjointes. C'est ça qui commande l'argumentation de Locke contre les athées. Il prétend échapper à la racine fiduciaire de toute association. Au fond, ce sont des électrons libres. Alors, le concept de laïcité va pouvoir s'inscrire dans ce champ tout en s'en distinguant radicalement, c'est-à-dire au niveau de la racine. Le schéma de Locke, je vais le reprendre, à une différence près,
la cellule racine commune, je vais la couper en deux. Elle est brisée, elle est scindée en deux. Donc, je vous ai préparé un deuxième tableau. Donc, vous voyez ici que j'ai tout simplement modifié le tableau et j'ai coupé en deux le moment de la racine. L'association religieuse va garder la forme de la foi et l'association politique, eh bien, va dire la croyance n'est pas nécessaire pour constituer association politique. C'est une petite différence qui change tout. Voilà la différence en termes de structure. Ça semble tout simple, j'ai mis très longtemps à trouver ça, mais cette différence est une option philosophique importante dans son minimalisme même. Pour la soutenir, il va falloir penser l'association autrement que sur un modèle fiduciaire, autrement que sur un modèle d'adhésion a priori, autrement que sur un modèle de confiance, autrement que par référence avec des liens préexistants comme le lien religieux. Il va falloir penser l'association comme immanente, il y a pas mal de conséquences philosophiques, entièrement autoconstituante, ne devant rien à autre chose qu'elle-même et comme un commencement. L'antériorité logique de l'association religieuse est théoriquement non pertinente, elle ne sert pas de modèle, elle n'a plus qu'une antériorité chronologique, bien sûr, parce qu'elle n'est pas abolie. C'est la Révolution française, et particulièrement le courant que j'ai étudié et qui est représenté par Condorcet, qui a effectué cette modification, ce retournement. Alors, ils n'ont pas pensé, eux, comme une modification, hein, ça c'est moi qui l'ai vu, qui l'ai projeté ensuite sur cette pensée, alors que le mot laïcité n'existait pas encore. Et ça s'exprime tout simplement dans l'article 3 de la Déclaration des droits. Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation, pas ailleurs. Et cette nation, elle se constitue au moment de l'énoncé de la Déclaration des droits. Elle ne préexiste pas au sens politique du terme. Alors, ce retournement est très fécond et on peut en tirer la plupart des propriétés du concept de laïcité. Il en résulte notamment que le statut politique, juridique, moral des non-croyants devient un élément critique fondamental, le degré de reconnaissance dont ils jouissent, le fait que la non-appartenance communautaire entraîne ou non une dépréciation, c'est une pierre de touche pour s'interroger sur la laïcité d'une association politique. Voilà. Voilà le point de départ. Alors, le premier résultat de cet examen, c'est une formule que je me plais à exprimer par une analogie arithmétique, celle du zéro. Et je ne l'ai pas inventé, cette formule, je l'emprunte à un de mes collègues, le professeur Philippe Petit, à l'issue d'une conférence qu'il m'avait invité à donner à Princeton, où j'expliquais ce genre de choses. Et il a résumé les choses pour les étudiants, s'agissant de l'organisation de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, de leur coexistence, il a proposé cette analogie avec la numération. Au fond, a-t-il dit, pour cette organisation de coexistence des libertés, les anglo-saxons, nous, a-t-il dit, les anglo-saxons, commencent par 1, commencent à compter par 1, et les Français, eux, commencent par 0. C'est le 0. C'est un peu comme les ascenseurs. Partir de 1, c'est s'appuyer sur les religions, les courants, les communautés existantes pour les réunir dans ce qu'ils ont de commun. Voilà la case, racine, forme du tableau. Pris côté association religieuse, eh bien, on l'exprime positivement. Elle dit un plein. Il y a de l'adhésion, il y a de la croyance. Partir de 0, c'est du fait même de ce minimalisme. Je parle ça un minimalisme puisqu'il n'y a pas d'apparentement à un lien fiduciaire. On fait l'économie d'un élément théorique. Partir de 0, c'est ouvrir un espace plus large qui pourra accueillir toutes les positions, y compris celles qui n'existent pas. C'est bien les philosophes de dire des choses comme ça. Y compris celles qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Donc la case racine, forme, prise du côté association politique, laïque cette fois-ci, va s'exprime négativement. Elle met en place un espace vide. C'est cette négativité qui est théoriquement féconde. Paradoxalement, enfin, c'est pas si
rare que ça quand même. On peut l'exprimer concrètement, cette négativité. Une association politique laïque ne se contente pas d'assurer la liberté de ceux qui se réclament d'une appartenance, ce serait déjà pas mal, mais ça ce que font les associations tolérantes. Elle assure aussi la liberté de manière principielle de ceux qui n'en revendiquent aucune, de ceux qui ne revendiquent aucune appartenance, de manière principielle, pas seulement de manière factuelle, de ceux qui ne forment pas communauté préalable, qui n'ont foi en rien ni en personne, qui n'espèrent ni ne craignent aucune chose et qui ne sont pas pour cela dangereux. Davantage. Et c'est là qu'apparaît mieux peut-être la pertinence avec l'analogie avec le zéro comme moment fondateur. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Il n'en est pas un échantillon, il n'en est pas une variante inversée, il en est la condition. Pour paraphraser une célèbre expression de Beaumarchais, sans le droit à la non-appartenance, il n'est point d'appartenance valide. Alors, à partir de là, j'ai vu toutes les propriétés se placer, j'ai vu les cartes se distribuer sur ma table théorique. Beaucoup de conséquences peuvent être assez facilement tirées de cela. Et j'aborde donc ce que j'appellerais le moment déductif. Alors, tout d'abord, je vais essayer de les classer, mais bon, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là qu'elles me sont apparues. Tout d'abord, des propriétés relatives à la conception de l'association politique. Minimalisme, atomisme, non-contractualisme. Alors, je vais essayer d'expliquer ça avec des points plus concrets. La séparation des églises et de l'État, dans laquelle, en général, il est convenu de faire reposer l'essence de la laïcité, elle est nécessaire, bien entendu, pour penser la laïcité, mais elle n'est pas suffisante. Un régime de tolérance peut très bien séparer les églises et l'État, mais un régime laïque pose d'abord que l'association politique, pour exister et pour être pensée, n'a besoin d'aucune référence à un lien qui lui préexisterait, que ce lien soit religieux, ethnique ou coutumier. Donc, on commence par installer un espace zéro. Le lien politique est distinct essentiellement de tout autre lien et il rend possible la coexistence des libertés. Donc, il s'agit bien d'un minimalisme dans cette autoconstitution. Et pour apprécier le caractère laïque d'une association politique, je l'ai dit, le critère de la liberté de culte est insuffisant. Le critère décisif est la condition politique, morale, juridique des non-croyants. La loi et la foi sont disjointes dans leur conception et pas seulement dans leurs objets ou dans leurs effets. Deuxièmement, l'association politique laïque, ne supposant aucun lien préalable dont elle s'inspirerait, ce qui ne signifie pas qu'elle abolit les liens, elle ne leur accorde pas d'efficience politique, elle ne les supprime pas, bien entendu. Eh bien, l'association politique laïque associe d'abord les personnes, les citoyens, qui assurent ainsi leur indépendance par la loi. Dans une telle association, il ne peut pas y avoir d'obligation, ni même de supposition d'appartenance du point de vue politique, du point de vue de la citoyenneté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit de non-appartenance n'est pas une variante du droit d'appartenance, il en est la condition. La non-appartenance est logiquement et politiquement première. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante, mais elle est logiquement et politiquement première. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante du point de vue de la vie des gens, bien entendu. Donc, c'est pour ça que je parle d'un atomisme, parce que c'est chaque citoyen qui est considéré ainsi. Cet atomisme fonde la primauté de la loi civile sur toute autre norme. Il sera donc possible de parler d'individualisme laïque. Le collectif dont on nous rebat les oreilles est second, parce qu'il est atomisable et il est avant tout politique. J'y reviendrai tout à l'heure. Troisièmement, dans cette association, le modèle contractuel ordinaire, qui suppose des parties prenantes qui sont constituées avant le contrat, on part à un contrat,
on existe avant, eh bien ce modèle contractuel n'est pas adéquat. Et notamment, vous le savez d'ailleurs, il n'y a pas de contrat entre la République française et les citoyens français. Ce sont les citoyens, par l'intermédiaire de leurs représentants élus, ou par référendum, en l'occurrence, pour ce qui concerne la République française, qui font les lois. Et ils se constituent comme citoyens par le même acte que l'association politique se constitue elle-même. C'est un cercle politique. Hein. S'il y a contrat, ce serait donc au sens technique du contrat social de Rousseau, je contracte avec moi-même, tous contractent avec tous. Mais il n'y a pas de contrat classique. Une république laïque, l'association politique laïque n'est pas un deal avec tel ou tel groupe, elle ne traite pas avec des lobbies, ce n'est pas une association sur le modèle d'un échange marchand, ce n'est pas en vertu d'un traitement particulier qu'on obtient ses droits, sa liberté, sa sécurité. On les traduit en termes universels pour qu'ils soient possibles pour tous, juridiquement énonçables, applicables à tous. Et c'est dans cet esprit qu'on s'efforce de faire les lois. On ne réussit pas toujours, évidemment, on n'y réussit pas toujours, bien sûr, mais du mariage civil aux lois scolaires, de la séparation des églises et de l'État à l'émancipation juridique et politique des femmes, en passant par la protection de la recherche en biologie, en passant par les avancées sur le droit de mourir dignement, les dispositions laïques sont exemplaires à cet égard. Alors, les propriétés relatives maintenant au fonctionnement de l'association politique, mais pas seulement à sa nature. Alors là, j'aborde des choses que j'ai souvent expliquées dans des articles, etc., j'ai mis dans les livres, bien sûr, mais aussi dans des articles. Alors, propriété de dualité. Le régime de laïcité ne se réduit pas au seul principe de laïcité. Le régime de laïcité comprend deux principes, dont le principe de laïcité. Alors, le principe de laïcité, bon, tout le monde le connaît, je vais vite, la puissance publique, le pouvoir politique, ou ce que Locke appellerait le magistrat civil. La puissance publique est installée sur le moment zéro, elle ne dit rien sur les croyances, sur les incroyances, elle les laisse tranquilles, dans le cadre du droit commun, évidemment, et elle assure leur tranquillité. En ce sens, elle les protège. Mais la différence laïque va ajouter, elle n'admet rien en son sein qui fasse lien avec ce domaine des croyances et des incroyances. Donc, non seulement elle les protège, mais elle doit s'en protéger. Vous reconnaissez ici le principe de laïcité que nous appliquons au sein de la puissance publique, principe d'abstention. Ça s'applique à ce qui participe de l'autorité publique, les discours officiels, la loi, les magistrats, les fonctionnaires, les textes législatifs, l'école publique, etc. Mais, deuxième principe, ce principe de laïcité laisse intact ce sur quoi il se découpe, et même il renforce dans la société civile, partout ailleurs, dans la rue, dans les lieux publics, dans les transports, dans les commerces, etc., il renforce l'application du principe premier de libre expression, de libre affichage, dans le respect du droit commun. Bon, par exemple, on a le droit d'organiser une procession religieuse, on a le droit de faire une prière dans la rue, à condition de ne pas entraver la circulation et d'embêter personne. On a le droit aussi de critiquer toute croyance ou toute incroyance de manière publique sans s'attirer les foudres d'une législation sur le blasphème ou sur la bien-pensance. C'est une sorte de partition musicale, c'est ce que j'ai appelé la dualité du régime laïque. On peut en déduire, et là j'en viens à des phénomènes contemporains, ce que je viens de décrire c'est quand même, on le vit quand même, on peut en déduire deux dérives, deux façons de déformer la laïcité. Et ces deux dérives, là, je retrouve mon raisonnement structurant, sur un modèle structural plutôt.
Ces deux dérives s'obtiennent par un même mécanisme, deux dérives opposées, mais qui s'expliquent par un même mécanisme. Ce mécanisme, je vous le donne tout de suite. L'un des deux principes, prenez l'un des deux principes et vous lui faites grignoter et recouvrir l'autre. Ça va donner deux dérives opposées. Je vous les décrypte, j'ai fait un petit tableau aussi avec ça. La première dérive, alors, elle a pris les noms, hein, laïcité plurielle, ouverte, positive, raisonnable, apaisée. Je crois qu'on en est à d'inclusion maintenant. Hein. La première dérive consiste à vouloir étendre au domaine de l'autorité publique ou à une de ses portions, s'il s'agit de grignotage, à vouloir lui étendre le principe qui régit la société civile. Autrement dit, on va admettre l'expression religieuse, l'affichage religieux au sein de l'autorité publique. Cette dérive récuse le caractère neutre de la puissance publique pour faire de l'opinion religieuse, de l'affichage religieux, une norme pour autoriser les propos religieux au sein de la puissance publique. Et à terme, on va légitimer la communautarisation affichée, religieuse, du corps politique. Alors, bon, ça a été une discussion, c'est une discussion qui est toujours d'actualité. Elle a été désavouée notamment par le vote de la loi de mars 2004. Elle reprend régulièrement vigueur, cette dérive, avec le thème de la modernisation, du toilettage, de la loi de 1905, des tentatives d'alignement sur les régimes de tolérance dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième dérive, vous prenez l'inverse. Vous prenez le principe de laïcité et vous prétendez qu'il va s'appliquer partout. C'est ce que j'appellerais l'extrémisme laïque. Il consiste symétriquement donc et inversement à vouloir durcir le domaine de la société civile en exigeant qu'il se soumette à l'abstention qui devrait régner dans le domaine de l'autorité politique, de l'autorité publique, pardon. Ce qui consiste à réclamer un nettoyage de toute expression religieuse, l'abolition tout simplement de la liberté d'expression. Elle a refait surface cette dérive dans le cadre d'une réaction récemment, dans les 10 années que nous venons de vivre, dans les 15 dernières années, dans une réaction à la première dérive. Et je me rappelle, moi, ce qui a déclenché ma réflexion là-dessus, c'était en 2007, l'affaire dite du gîte d'Épinal. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la propriétaire d'un gîte rural qui avait demandé à deux clientes d'ôter leur voile islamique dans les parties communes de son gîte, son établissement. Elle leur a dit non, non, ici c'est public, donc vous enlevez le voile. Elle a été évidemment condamnée par la justice. Et elle avait été soutenue par des militants qui se réclamaient à tort de la laïcité. Donc, des groupes favorables à l'effacement de tout signe religieux dans l'espace civil diffusent des thèmes non pas anti-religieux généralement, comme ça serait cohérent avec leurs principes, mais plus particulièrement anti-musulmans. Nous le savons, bon, c'est donc une dérive un petit peu même, elle est elle-même tordue. Bon, ça, je résume le mécanisme avec ce tableau. Je résume le mécanisme. Une laïcité adjectivée dissout le principe de laïcité dans le principe de libre affichage. Donc, le principe de libre affichage vient recouvrir le principe de laïcité. D'autre part, donc, vous pouvez basculer ensuite de l'autre côté. Vous prenez le principe de laïcité, vous l'étendez à la société civile, et là, nous avons abolition de la liberté d'expression. Alors, là, voilà la représentation structurale. Je l'ai mise dans mon livre « Penser la laïcité », page 40. Ça, je trouve ce tableau, j'ai mis longtemps là aussi à faire ce tableau. Bon, vous avez les deux dérives là en bas, puis le régime laïque. Et vous voyez très bien, alors, je ne sais pas si ça c'est clair de soi, on voit très bien que les réponses aux questions, y a-t-il abstention dans le domaine de l'autorité publique en régime laïque? Oui, il y a abstention. Mais est-ce qu'on va réclamer l'abstention de tout affichage religieux, de toute expression religieuse? Non, pas dans la société civile. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc, on va poser la question à chaque fois. Et vous voyez très bien que le régime laïque va fonctionner en chiasme, tandis que nous aurons les deux dérives, elles vont fonctionner de manière beaucoup plus simpliste,
et au fond, de beaucoup plus, allez, je lâche le mot, intégriste. Le oui va recouvrir, le oui ou le non va recouvrir l'intégralité de l'espace, autorité publique, société civile. Tandis que là, l'intégralité de l'espace n'est jamais l'objet d'un oui ou d'un non. Donc, on voit très bien ici que le régime laïque est le contraire d'un intégrisme. Le contraire il n'occupe pas la totalité du champ. Et c'est ça qui m'a intéressé en faisant ce tableau. Donc, ces deux dérives, on les a vues, on les voit tout le temps. Je les vois tout le temps, on les voit, elles prennent des formes différentes, mais c'est plutôt sous forme de grignotage que ça se produit. Mais si vous radicalisez les choses, si vous les portez à son maximum, vous obtenez le tableau que je viens de vous montrer. Alors, le personnel politique est très vigilant, et à juste titre, en ce qui concerne la seconde dérive, ce que j'ai appelé l'extrémisme laïque. Mais il est resté souvent aveugle à la première, ou même quelquefois il a même promu, et cette première dérive, elle est véhiculée par la pensée diffuse, dont je parlais tout à fait au début de mon exposé, pensée diffuse qui fait du religieux une norme sociale. Ces deux courants se fascinent, ils se relaient, leur opposition est celle d'une gémellité, elle est en miroir, ils sont structurés de la même manière. Ils tendent tous les deux à une uniformisation de la vie, comme vous l'avez vu avec mes réponses oui, oui, non, non, etc. L'un par reconnaissance d'assignation, l'autre en prônant une uniformisation d'État, en l'occurrence une uniformisation par désertification de l'opinion. Mais j'y reviendrai à la notion d'uniformisation. Bon, je continue ma déduction. Voilà maintenant des notions que j'arrive à construire et à rendre intelligibles à partir de tout cela. La notion de respiration laïque. Bon, j'ai utilisé cette expression pour désigner pas seulement la distinction entre ces deux espaces, mais le fait qu'on vit cette distinction de manière assez courante dans l'association républicaine laïque. Bon, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est l'exemple de l'élève de l'école publique qui est dans la société civile, il peut avoir son affichage religieux, et il va l'ôter à l'entrée de l'école, mais il va le remettre à la sortie. Il n'y a aucun moment où il est entièrement soumis à une seule injonction. Ça permet d'échapper à l'assignation. Cette alternance lui permet d'échapper aussi bien à l'uniformisation qui est exigée par une communauté, sa communauté dite d'origine, même s'il y est consentant, mais ça lui permet aussi d'échapper à l'uniformisation d'État qui lui enjoindrait, par exemple, de ne jamais porter de signe religieux. Donc la proposition « tu dois porter le voile » ou « tu dois porter la kippa », etc., partout, tout le temps, est vraiment brisée par la respiration laïque. La respiration laïque introduit un ailleurs. J'aime bien ce terme, la laïcité introduit toujours de l'ailleurs, et je l'emprunte à une expression que j'ai entendue dans la bouche du rabbin Delphine Horviller. Elle a des formules qui sont très intéressantes comme ça. Il y a un ailleurs, on respire. Bon, autre notion qu'on peut éclairer ou rééclairer à partir de là, je ne prétends pas les avoir inventées, bien sûr, toutes ces notions, mais c'est un éclairage. La définition du communautarisme. On parle tout le temps du communautarisme. Bon, il existe des communautés d'associations. On n'a rien contre. Elles sont constituées dans le cadre légal. Il y a un communautarisme social d'association qui peut même être encouragé par la législation. Il y a une législation sur les associations, on leur donne un cadre légal. Bon, on peut avancer un peu et dire à partir de... Oui, mais il y a aussi un communautarisme social plus fort qui recourt à des pressions sur les prétendus membres d'une communauté. Ça, la laïcité va commencer à tiquer, à dire mais il faut protéger les gens lorsqu'on leur demande, lorsqu'il y a une espèce d'assignation, lorsqu'il y a une espèce d'exigence d'adhésion, une obligation d'appartenance. Vous pouvez vous échapper. Et si vous échappez, on vous protège si on vous menace.
Et puis, le dernier degré du communautarisme, c'est le communautarisme politique, qui réclame des droits et des devoirs spécifiques pour tel ou tel groupe. Vous voyez, donc il y a trois formes de communautarisme, et c'est tout à fait différent. La première forme, elle est complètement intégrée dans le moment républicain, et elle trouve même une législation dans la législation sur les associations. Autre élément que pour éclairer à partir de là, la liberté de conscience par rapport à la liberté des cultes, qui souvent s'est confondue, que je vais essayer d'éclairer à partir de la distinction entre le droit-liberté et droit-créance. À la lumière du noyau initial que j'ai mis en place, on voit bien que la liberté des cultes est seconde. Hein, la liberté des cultes, commencée à compter par 1, la liberté des cultes est seconde par rapport à la liberté de conscience, qui commence à compter par 0, hein, et que la liberté des cultes est une particularisation concrète de manifestation de la liberté. La liberté des cultes est une particularisation de la liberté de conscience. Et on le voit à partir du noyau initial que j'ai mis en place, mais la rédaction de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 le dit par sa ponctuation. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que je peux vous le lire là. La République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes dans la limite, etc. Il y a un point entre les deux. Il y a une ponctuation forte. Donc, il y en a pas mal qui s'amusent à mettre une virgule ou bien un « et » entre les deux. Il n'y a pas de... L'articulation est forte. La liberté de culte est un droit-liberté, mais ne peut pas être un droit-créance. L'État la garantit, ça veut dire que si vous ne pouvez pas exercer votre culte, l'État doit vous permettre de le faire, l'État doit lever les obstacles, mais l'État ne l'assure pas, au sens où il n'est pas tenu de donner à chacun les moyens financiers, matériels d'exercer cette liberté. Autre élément, je ne les ai pas numérotés, hein. Il n'y a pas contrariété entre religion et laïcité. Absolument aucune contrariété. La laïcité s'oppose aux religions et aux communautés lorsqu'elles prétendent faire la loi, lorsqu'elles ont des visées politiques et lorsqu'elles prétendent priver leurs adeptes des droits que leur assure la législation ordinaire. Donc, on peut être à la fois laïque et catholique, laïque et musulman, laïque et athée. Laïque et athée, ce n'est pas la même chose. Il y a disjonction et le tableau initial que je ne vais pas remontrer maintenant le montre très bien. En revanche, il y a une forme de religion à laquelle la laïcité est directement contraire. C'est la religion civile. La foi n'a pas à faire la loi, bon, ça on vient de le voir, mais la loi n'a pas à se transformer en article de foi. Ce n'est pas laïque, parce qu'à ce moment-là, on retomberait dans la problématique de Locke. Donc, ceux qui parlent de religion laïque aujourd'hui, soit utilisent religion en un sens métaphorique, qui ne correspond pas du tout au concept de laïcité, soit désignent par là la première dérive, la deuxième dérive plutôt, la dérive extrémiste laïque, quand vous transformez la laïcité en obligation absolue qui envahit la société, soit ne savent pas ce qu'ils disent. Mais d'un autre côté, parler à tout bout de champ inconsidérément de valeurs auxquelles il faut adhérer et croire, ce n'est pas un grand service à rendre à la laïcité. Je trouve que quand on dit qu'il faut adhérer aux valeurs de la République, non, on n'a pas à adhérer aux valeurs de la République. Il y a des principes républicains. Les lois républicaines doivent être respectées, mais on n'a pas à y croire. On n'a pas à transformer les écoles en temples. Je cite une note que Condorcet a mise à son rapport sur l'instruction publique en décembre 1792, après la première publication, après la première édition.
Alors, il reste pas mal de points, bien sûr, je ne vais pas tout énumérer, mais enfin, il reste un gros morceau que je ne traiterai pas, parce qu'il est déjà à 7h moins 10 et de toute façon, je n'ai pas prévu de le traiter aujourd'hui, parce qu'il faudrait une conférence à elle, à part entière, la laïcité scolaire. Pourquoi les élèves sont-ils concernés? Cette propriété se présente en partie sous forme de problème. Pourquoi les élèves ne sont-ils pas inclus entièrement dans l'espace civil? Pour répondre à la question, il faut expliquer pourquoi l'école, et en tout cas l'école publique, n'est pas seulement un service public, et pourquoi les élèves ne sont pas seulement des usagers. Ça demande, donc je l'ai dit, une conférence tout entière dans laquelle je ne vais pas me lancer, je vais juste vous donner quelques éléments. Notamment, il faut remonter pour ça au noyau philosophique qui soutient l'idée même d'une autoconstitution. J'ai parlé de l'association politique laïque comme étant autoconstituante, immanente à elle-même. Il faudrait expliquer cette autoconstitution, et nous avons un modèle qui est bien antérieur à la pensée de la laïcité. Pour le comprendre, c'est le rapport au savoir. Le rapport au savoir est en effet l'expérience concrète la plus forte et la plus universelle, la plus extensive, qui peut se répandre le plus, que chaque individu puisse faire de sa propre souveraineté. Savoir quelque chose, pouvoir rendre compte de ce savoir, c'est être absolument libre, c'est être dans une position divine. Voilà. Donc, on fait l'expérience de l'absolue liberté dans le rapport au savoir. Et c'est pour ça, au fond, que, comme le disait Condorcet, tout pouvoir, quelle qu'en soit la nature, quelle que soit la manière dont il a été conféré, quelle que soit la manière dont il s'exerce, est toujours ennemi des Lumières. Il ne fait aucune exception. Enfin, ça demanderait une conférence à part entière. Je prends souvent l'exemple, au fond, un enfant qui a compris comment fonctionne une retenue dans une soustraction, il comprend aussi que Pythagore n'aurait pas pu mieux comprendre que lui. Évidemment, c'est sur un point, mais sur ce point, il est dans une position divine. Alors, je dis exprès divine parce que là, je m'inspire de la philosophie classique, mais je suis prête à m'en expliquer. Et c'est pourquoi je pense qu'au fond, quand on parle de l'école, on aura plus fait pour la laïcité en apprenant et en expliquant la table de multiplication qu'en faisant du prêchi-prêcha sur les valeurs de la République. Alors, j'aborde le dernier point de cet exposé, puisque j'ai parlé d'individualisme tout à l'heure, et je tenais à m'expliquer sur ce point. J'ai parlé d'une forme d'atomisme. Or, l'individualisme n'a pas bonne presse chez les militants laïcs. En général, il est attribué au libéralisme économique, à des doctrines politiques favorables au minimum d'État. J'ai parlé aussi d'un minimalisme. Et une tradition laïque, du moins en France, regarde l'individualisme comme quelque chose de suspect, parce que la laïcité à la française réclame au contraire un État fort et interventionniste, mais pas forcément non individualiste. Bon. La laïcité n'exclut absolument pas l'individualisme, en tout cas pas une forme d'individualisme, et ça demande une mise au point. Alors, je distingue pour ça deux manières de penser l'individu au niveau politique, bien sûr, et conséquemment, deux manières de penser le rassemblement. La première, c'est la plus fréquente, elle consiste à penser l'individu selon des critères identificatoires, ou comme on dit aujourd'hui, identitaires. On définit l'individu par une identité formée par l'adhésion à une ou des communautés, un peu comme on compose une pizza à partir d'ingrédients disponibles. L'individu est alors une sorte de série adhésive. Alors je suis, je ne sais pas moi, amateur de rugby, de vin rouge, de bière blonde, etc. Bon. Donc l'individu se résume alors à une sorte de série adhésive, à un profil, à une somme de propriétés, d'appartenance, de rôles sociaux issus de groupes constitués. C'est une conception descriptive de l'identité. Et on y reconnaît l'usage de la notion de diversité
quand elle se définit par des extériorités collectives. Donc, quand on vous dit qu'il faut la diversité, en général, c'est de ça qu'on parle. Bon, comme le disait une de mes connaissances, c'est pas quand on aura réuni un Européen, un Noir, un Arabe, un Asiatique qui pense la même chose qu'on aura de la diversité. Bon. Enfin, on croit l'avoir. Bon, cette notion de diversité se définit par des extériorités collectives, mais vous voyez aussi qu'elle définit l'individu marchand, celui du marketing, qui s'identifie à des tags, des étiquettes. L'individualité politique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'individualité politique, c'est pas la même démarche que celle de cet individualisme identificatoire formé par des collections catégorielles. L'individualité politique repose sur la distinction des sujets du droit, elle les reconnaît tous, elle attribue à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs, donc c'est exactement l'inverse, si vous voulez. Apparemment, elle uniformise tout le monde, mais c'est pour que chacun puisse se distinguer. Elle est universelle et elle excède toujours les catégorisations. Elle est paradoxale, puisque par définition, chacun devrait pouvoir, au cœur de cette identité, être absolument différent de tout autre. La diversité ici, c'est celle des individus. Ce qui, loin de niveler, d'uniformiser les individus réels, leur permet de déployer leur singularité, pourvu que les droits d'autrui, qui sont aussi les miens, soient préservés. Ce déploiement peut s'enraciner dans une communauté préexistante au corps politique, elle peut être disjointe de cette communauté. Il est possible et même probable que certains rassemblements sociaux, certaines formations historiques soient plus accueillantes, plus favorables à ce déploiement et puissent l'encourager et le nourrir que d'autres. Mais il n'en reste pas moins que le droit d'adhérer à une communauté n'est effectif que subordonné à la liberté de s'en défaire, à la liberté de non-appartenance. C'est le b.a.-ba de l'individualisme politique. Alors, j'ai dit, ce n'est pas le même rassemblement non plus. L'insuffisance de la collection catégorielle, c'est qu'elle propose une construction du rassemblement politique de proche en proche. On s'assemble par ressemblance, on se disjoint par différence. C'est une construction moléculaire et non pas atomique. Et cette construction moléculaire, en général, elle est déjà constituée. C'est une logique de proximité empirique. Je rejoins la communauté des amateurs de vin rouge, de bière blonde, de rugby, etc. Ça n'a rien de choquant au niveau civil, bien entendu. Le droit des associations, j'en parlais tout à l'heure, fournit même des outils juridiques pour que se constituent de tels rassemblements. Et nous adhérons tous à des associations qui reposent sur des critères de cette nature. On bascule dans le communautarisme politique, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, lorsque des regroupements réclament des droits spécifiques et imposent des devoirs spécifiques à ceux qu'ils considèrent comme leurs membres, il y a communautarisme lorsqu'apparaît une obligation d'appartenance. Donc le lien politique n'est pas de cet ordre. Il ne s'effectue pas par des collections catégorielles. Quand on vous demande de défendre la République ou même de vous battre pour elle, ce n'est pas en vous disant vous vous ressemblez. Et c'est pas la fraternité républicaine n'est pas une fraternité d'identification des citoyens les uns aux autres. Donc le lien politique n'est pas lui-même une catégorie. Il ne réunit pas non plus des collections constituées sur ce modèle, ce n'est pas une communauté de communautés, il réunit des atomes politiques qui sont prêts à défendre leurs droits avec les autres atomes politiques. Les hommes de la Déclaration des droits ne sont pas les mêmes comme le sont des poules ou des chevaux, ou plutôt une race de poules, une espèce de poule, enfin une variété de poules, une variété de chevaux. Ils sont mêmes, on peut dire qu'ils sont les mêmes par le principe de réflexivité, faisant qu'ils se reconnaissent mutuellement comme sujets libres, c'est-à-dire comme pouvant être différents. Donc, dans une telle association, qui se rassemble? Ce sont des citoyens, des sujets législateurs. Ils font la fiction de la suspension de leur profil. Ils s'interrogent en termes d'identité politique, sur leurs droits, et non pas sur leur intérêt particulier ou catégoriel, individualisme
Ce n'est pas de l'individualisme d'identification collective, mais il s'interroge sur ce qui est bon, ce qui pourrait être bon pour tous. Universalisme, les individus sujets du droit. Naturellement, ce faisant, on peut se tromper. Ainsi donc, je distinguerai l'individualisme par particularité qui connaît des profils d'une part, et d'autre part l'individualisme d'une loi qui reconnaît et promeut des individualités singulières par l'égalité, l'identité et l'universalité des droits. Et puis, pour les rassemblements, je distingue les rassemblements par collection identificatoire d'une part, et de l'autre, le rassemblement politique républicain qui réunit des sujets singuliers dont le but est d'exister librement comme tel. Et rendre la singularisation universellement possible, c'est le défi qu'essaye de relever une association politique laïque. Donc, un individu se définira par son profil d'adhésion du point de vue de la particularité. Pour la singularité, c'est un atome. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait, à la différence de l'atome physique. Les rassemblements particuliers forment des communautés, des collections, des catégories. On pourrait dire des tribus, par exemple. Nous avons, du point de vue du rassemblement, un rassemblement paradoxal du côté de la singularité, une association de sujets législateurs, c'est un rassemblement de singularité. Le principe de l'identité se fait pour la particularité par identification à des contenus disponibles. C'est l'image de la pizza que je vous ai proposée tout à l'heure. Je vais me composer ma pizza en collectant des ingrédients dans des récipients qui préexistent, tandis que l'identité est une identité de principe, mon semblable, quand je parle de mon concitoyen, c'est l'identité des droits et des devoirs, à l'intérieur de laquelle, évidemment, il pourra y avoir une différenciation extrême. Le principe de différenciation se fait dans la particularité par combinaison de propriétés. Ma pizza, finalement, ne va pas être tout à fait la même que celle de mon voisin, mais elle est composée d'ingrédients qui lui préexistent et il aurait pu faire la même. En revanche, la singularité est une différenciation absolue rendue possible par l'identité de principe. Voilà, alors quand j'entendais hier à la télé une discussion sur la critique de l'individualisme, il y a ensauvagement parce qu'il y a trop d'individualisme. Mais les gens ne faisaient pas attention que par individualisme, ils entendaient uniquement l'individualisme par particularité. Les gens revendiquent ce qu'ils veulent parce qu'ils adhèrent à telle ou telle association, à telle ou telle communauté, et ils disent, nous, on fait ce qu'on veut, on prie dans la rue, on impose tel régime alimentaire à nos adhérents, etc. Ça, c'est de l'individualisme par particularité. En revanche, l'individualisme par singularité, bien sûr, n'est pas du tout contraire à un comportement civil et civique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai même dépassé le temps. Non ? Voilà. Et merci d'avoir écouté tout ça, ce paquet théorique avec des déductions.